Dans cette vidéo, nous allons développer la seconde partie du sujet sur la Chine et le monde depuis 1949 et on va s'intéresser ici à l'évolution de la puissance chinoise depuis la mort de Mao Tse-tung et l'ouverture de l'économie chinoise à la mondialisation. Premier point, il faut revenir sur l'ouverture de l'économie chinoise qui s'opère dans un contexte où le régime chinois se raidit. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la mort de Mao Tse-tung en 1976 ouvre la voie aux réformateurs qui préconisaient justement cette ouverture de l'économie chinoise. C'est le cas notamment de Deng Xiaoping qui devient en 1979 le chef du Parti communiste chinois et de facto le chef de l'État. Deng Xiaoping lance une politique de libéralisation de l'économie qu'on connaît sous le nom des 4 modernisations et qui concerne l'agriculture, l'industrie, les sciences et les technologies et la défense. L'idée est d'ouvrir ces 4 secteurs aux échanges internationaux et à un retour de la propriété privée. Cependant, cette ouverture de l'économie chinoise à la mondialisation se réalise en même temps qu'une fermeture politique du régime. En 1989, le régime réprime très sévèrement la contestation de la jeunesse chinoise qui manifeste sur la place Tiananmen à Pékin en 1989. De même, le régime se raidit autour de sa nouvelle idéologie, le socialisme de marché, qui doit allier donc le côté autoritaire du régime communiste au niveau politique, au niveau des libertés individuelles et collectives, et l'ouverture de l'économie de type capitaliste. Ensuite, deuxième point, l'économie devient le cœur de la puissance chinoise au début des années 1990. Durant cette période, l'économie chinoise explose véritablement, ce qui est lié à l'intégration du pays à la mondialisation. Ainsi, en 1993, le Fonds monétaire international classe l'économie chinoise comme la 3e économie du monde. Cependant, cette croissance de l'économie chinoise est inégale. Elle concerne surtout les régions côtières, là où sont par exemple installées les zones économiques spéciales qui ont été créées du temps de Deng Xiaoping, et épargne les campagnes chinoises de l'intérieur qui restent dans une situation de sous-développement. Cet essor économique permet à la Chine de s'ouvrir sur le reste du monde. Le pays intègre alors de grandes organisations internationales comme l'OMC en 2001 ou encore le G20. La Chine accueille de grands événements internationaux par la suite, comme les Jeux Olympiques à Pékin en 2008 ou l'Exposition universelle à Shanghai en 2010. Enfin, elle se met à investir dans d'autres régions du monde, comme par exemple l'Afrique, par l'achat par exemple de terres agricoles, ou encore des investissements dans des secteurs stratégiques comme l'extraction minière ou l'industrie. Cependant, la puissance chinoise, dernier point, reste encore limitée. Et ceci pour plusieurs facteurs. Tout d'abord, son soft power est plutôt limité à l'échelle mondiale. Ceci est lié à l'autoritarisme persistant du régime qui est critiqué par l'opinion publique internationale. On peut penser ici à la censure d'Internet ou à la répression qui frappe différents dissidents du régime. Ensuite, au niveau diplomatique, la capacité d'action de la Chine est limitée au niveau mondial. La Chine est systématiquement absente du règlement des grandes crises internationales. On peut penser à la Libye en 2011 ou à la Syrie plus récemment. La capacité d'intervention diplomatique, militaire, politique de la Chine se cantonne donc aujourd'hui à un cadre asiatique, ce qui implique aussi, et ça c'est une autre limite, des tensions avec ses voisins asiatiques, comme par exemple en mer de Chine méridionale, où la Chine dispute à ses voisins comme le Vietnam, Taïwan, etc., la souveraineté sur les îles Spratly et Paracels, par exemple. Donc, ces difficultés contemporaines illustrent bien le caractère incomplet de la puissance chinoise qui, si elle est devenue un acteur de premier plan de l'économie mondialisée,
a encore du mal à s'imposer véritablement sur la scène internationale.